Bonjour, bienvenue à cette première session de retour d'expérience industrielle. Et donc, le premier exposé va être délivré par Alexandre Oran, qui est de SIA Partners, qui va nous parler d'un problème d'optimisation traité avec GRT Gaz. C'est ça. Alexandre. Merci. Bonjour à tous. C'est un honneur pour moi d'être ici. C'est notre deuxième participation à la REDEF, première en tant qu'intervenant. Donc, un plaisir de vous présenter le sujet. Effectivement, on a travaillé avec GRT Gaz sur un projet d'optimisation d'injection de projet de biométhane. Alors, je vais essayer de faire des petits éléments de contexte pour vraiment donner un peu une idée du contexte vraiment sectoriel de GRT Gaz. Je ne sais pas si l'ensemble d'entre vous connaissez, être familier avec tout ce qui est distribution et transport du gaz naturel en France. Alors, donc, l'équipe GRT Gaz, justement, n'a pas pu venir. Donc, je leur ai demandé de faire une petite vidéo. Donc, en fait, je vais vous faire une petite vidéo. Alors, j'espère que le son va passer. Normalement, c'est bon. Bonjour à tous. Merci à Alexandre de nous recevoir par vidéo interposée, malheureusement, pour des raisons de planning et puis de Covid qui n'aident vraiment pas à ce genre de déplacement. Donc, je me présente, je m'appelle Thomas Chéreau, je suis accompagné de mon collègue Jules Magnien. On travaille tous les deux à la direction système gaz de GRT Gaz. Donc, GRT Gaz, c'est le transporteur national de gaz naturel, enfin, un des transporteurs, excusez-moi, pour TEGA, que vous connaissez peut-être dans le sud-ouest de la France. Et nous travaillons, donc la direction système gaz, c'est la direction qui pilote les flux de gaz dans le studio. Donc, les problématiques de réseau, je pense que pas mal d'entre vous connaissent, qui sont évidemment assez complexes. Nous travaillons au sein d'un pôle qui est dédié au futur du réseau. Et c'est la raison de notre présence aujourd'hui, puisque nous travaillons en particulier sur le verdissement du gaz naturel qui circule dans nos réseaux. Historiquement, évidemment, GRT Gaz a transporté du gaz fossile importé et ça a beaucoup structuré la forme de notre réseau. Notre réseau est un réseau centralisé qui est conçu pour apporter des très grandes quantités de gaz des frontières françaises ou des terminaux méthaniers jusqu'au consommateur final de manière très centralisée. Évidemment, dans le futur, ce ne sera pas, et même dès maintenant, ça commence pas mal. Le gaz fossile est remplacé de plus en plus par du gaz vert, qui est produit localement de manière décentralisée, qui est injecté sur les réseaux de distribution et notre réseau de transport partout en France. Et cela a évidemment un impact assez fondamental sur la manière dont doit être dimensionné notre réseau et sur la manière dont il doit être piloté. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait appel à SIA il y a maintenant à peu près 2 ans pour développer le modèle Biozone. Alors, Biozone, c'est quoi? C'est un modèle d'optimisation qui a pour but de prévoir les adaptations à l'interface entre les réseaux de transport et les réseaux de distribution, les adaptations nécessaires à l'accueil de grandes quantités de biométhane sur le réseau. Pourquoi on avait besoin de ce modèle et pourquoi on a besoin de ce modèle rapidement? C'est que toutes ces adaptations sont décidées dans le cadre d'une législation qui vise à ce qu'il n'y ait ni trop peu d'adaptation. C'est-à-dire qu'on veut évidemment pouvoir accueillir tout le biométhane, mais pas à n'importe quel prix. Et donc les autorités ont mis en place tout un cadre réglementaire. Et Biozone a été développé dans le but de pouvoir participer à ces discussions réglementaires, puisqu'évidemment nous sommes partie prenante, avec notre régulateur, la CRE, avec les différentes autorités. Voilà pour le but, voilà pour le contexte général. Je vais maintenant passer la parole à mon collègue Jules pour vous expliquer un petit peu plus comment ça s'est passé avec SIA à l'époque. Jules, à toi la parole. Merci Thomas. Donc, Jules Magnien, ingénieur études d'offres à GRT Gaz. Particulièrement donc, pour la prestation SIA, la prestation SIA a été extrêmement appréciée dans la mesure où SIA a su vraiment comprendre les problématiques, le sujet rapidement, parce que comme Thomas l'a dit, on avait des enjeux de délai qui étaient extrêmement courts. Et en particulier avec ces enjeux de délai justement particulièrement courts, SIA a su trouver les solutions optimales pour justement développer et pouvoir répondre à notre besoin efficacement et surtout rapidement. Et d'autant plus en mettant en place un système de d'IHM, une certaine interface machine-homme, très simple à prendre en main, sur laquelle nous avons pu du coup rapidement
développer différents tirs, différents projets et avoir des résultats très, très bons. Voilà, donc ça, c'était pour les éléments de contexte, évidemment, avec un petit clin d'œil à la fin. Mais donc, vous comprenez bien, donc en fait, là, l'objectif était de développer un modèle vraiment stratégique, dont l'objectif était de faire des études qui permettent en fait d'obtenir une vision du dimensionnement du réseau à adopter pour accueillir justement ce potentiel biométhane d'ici 2030-2050, avec un objectif forcément de neutralité carbone qui est de plus en plus présent dans les politiques publiques. Donc ça, c'était l'équipe, rapidement. Je suis le seul présent, donc côté GRT Gaz et côté SIA, on était deux à travailler sur le sujet. Moi-même. L'objectif de l'outil, clairement, c'était avec justement les informations dont on possède, donc en fait le réseau gazier, le potentiel méthanisable, c'est-à-dire en fait à la fois les projets biométhane qui existent déjà, mais aussi ceux qui vont exister à l'avenir, étant donné le potentiel de méthanisation qu'on a. La méthanisation, en fait, c'est simplement de la valorisation de la biomasse. Donc, en fait, c'est les agriculteurs et tous les traitements de certains déchets organiques qui peuvent être utilisés justement en région et qui ensuite vont être réinjetés dans le réseau. Donc, comme l'a expliqué justement Thomas juste avant, le réseau à la base était plutôt centralisé, c'est-à-dire qu'en fait, on avait une production centralisée qui ensuite se déversait sur le réseau. Là, justement, la production remonte la charge et c'est ça qui est assez compliqué pour leurs équipes, c'est-à-dire en fait d'adapter le réseau à cette nouvelle production décentralisée. Et donc, l'objectif était, in fine, de faire des études en fait, de sensibilité, donc avec un certain paramètre aléatoire, pour obtenir en fait une vision des investissements prioritaires à faire sur le réseau. En fait, en fonction de certains aléas qu'on va injecter sur le modèle, qui vont ajouter un peu de caractère aléatoire, on va pouvoir avoir une bonne vision avec 50-100 tirs, de se rendre compte quelles sont en fait les zones qui reviennent le plus souvent, sur lesquelles il va falloir faire un certain type d'investissement. C'est ça qui intéressait justement l'équipe de la direction système et gaz. Au niveau du cahier des charges, donc comme ça a été justement dit juste avant, l'objectif était vraiment court terme. Donc en fait, il fallait produire un outil qui était capable de faire ce type d'études sous quelques mois. Donc en fait, on avait comme intrant donc, les projets existants ou en processus de raccordement. Ça, je vais y revenir. Donc ça, c'était les projets dont on connaissait à peu près la position. Ça pouvait être juste une commune, une position géographique vraiment précise ou quelque chose d'un peu plus diffus. Le potentiel méthanisable, c'est ce que j'ai expliqué juste avant, le réseau et certains paramétrages utilisateurs qui justement sont des contraintes techniques métiers à injecter sur le modèle pour lui donner de l'intelligence et pas seulement voilà, un objectif d'optimisation. Donc en fait, ici, le problème d'optimisation, il est secondaire dans le sens où en fait, il apporte une réponse à un raccordement de projet biométhane, mais où en fait, l'objectif final, ce n'est pas tellement l'optimisation en tant que telle, c'est juste l'optimisation permet de se dire, bon, si jamais on avait autant de projets que ce qu'on visualise là, quel serait le réseau idéal? Et dans ce cas-là, le réseau idéal, qu'est-ce qu'il intègre et quels sont les ajustements qu'on va devoir apporter en fait, sur le réseau actuel pour accueillir cette production. Les challenges que nous, on a eu lors de ce modèle-là et donc la spécificité que ça avait, c'était que c'était une optimisation nationale. Donc forcément, voilà, on faisait face à des instances qui étaient plus ou moins grandes. C'était une optimisation multiflow, donc en fait, il y avait plusieurs puits, plusieurs sources. Il fallait prendre en compte ce paramètre-là. Pragmatique, bon, évidemment, il fallait prendre en compte les contraintes du réseau, donc c'est en fait des capacités d'injection, des contraintes justement de construction, voilà, ne pas seulement faire un raccordement vraiment théorique, mais essayer de prendre en compte des spécificités qui font que dans la réalité, certains raccordements ne peuvent pas se faire, ou en tout cas ne sont pas forcément intéressants pour le métier. Et voilà l'objectif final qui était de produire un outil d'étude stratégique. Juste un petit élément de contexte un peu géopolitique, parce qu'en ce moment, forcément, c'est assez prégnant sur le débat actuel. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'import de gaz naturel en Europe, en fait, en Europe, on ne produit quasiment pas de gaz naturel. Enfin, il y avait justement plutôt le côté des Pays-Bas, etc. La Norvège, qui n'est pas dans l'Union européenne, mais dans l'espace économique, qui importe quand même le gaz en Europe. Donc, en fait, on a 40% du gaz qui vient de Russes, 30% qui vient de Norvège à peu près. Ça, c'est des chiffres qui datent de 2017. On a du gaz naturel liquéfié qui vient en général du Qatar et des US via les gros méthaniers. C'est-à-dire, en fait, c'est les bateaux qui transportent ce gaz naturel liquéfié qui arrivent ensuite sur les terminaux méthaniers pour valoriser ce gaz liquéfié pour l'injecter sur le réseau. Et on a un peu de gaz qui vient justement d'Afrique du Nord, mais c'est un peu plus à la marge. C'est quelque chose qui
est moins important que justement les imports qui viennent plutôt du nord et de l'est. Donc ça c'est ce qu'il faut savoir. Donc en fait, l'enjeu de production de gaz au sein du territoire français et plus largement européen, avec le biométhane, c'est quand même c'est une problématique qui n'est pas seulement technique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un enjeu au niveau des politiques de se dire avoir une production locale dont on ne dépend pas en fait d'imports extérieurs. Dans le cas où il y a des puissances étrangères qui ne veulent pas forcément notre bien, c'est pas seulement quelque chose qu'on va étudier dans le sens est-ce que ça vaut le coup en termes économiques ou pas. Il y a aussi des enjeux politiques qui forcément pèsent leur poids dans la balance. Et ce qu'il faut savoir, c'est que justement GRTgaz et GRDF communément publient régulièrement donc, les perspectives gaz, où en fait ils font une prévision, en tout cas leur vision, de quelle sera la consommation et la production de gaz en France en 2050, et où ils prévoient justement une production qui va normalement, selon leurs prédictions, être supérieure à la consommation de gaz en 2050. Une production de gaz vert. Donc là, on parle d'à peu près 420 TWh, avec une consommation qui, selon les scénarios, évidemment, ça c'est toujours le débat des énergéticiens, RTE n'est pas forcément d'accord avec GRTgaz, GRDF, mais bon, voilà, c'est les discussions, qui est autour de 300-350 TWh, avec une production de gaz qui est plutôt autour de 420, avec 150 TWh d'hydrogène. Ça, c'est un gaz qui arrive aussi dans le débat. Donc voilà, donc c'est juste pour dire que ce n'est pas théorique, c'est la possibilité de consommer du gaz vert à 100% est considérée sérieusement par les énergéticiens. Au niveau du réseau de gaz, c'est comme je l'ai dit, voilà, il y a une importation, un stockage en amont justement du transport et de la distribution. Historiquement, c'était plutôt de gauche vers la droite, mais avec justement la production de biogaz qui arrive, on a un nouvel import de gaz qui arrive dans la chaîne et qu'il faut considérer. Donc, ce projet s'inscrit justement dans ce contexte-là. Donc, fini pour les éléments de contexte. Au niveau du projet qu'on a traité, donc on avait comme intrant, donc, comme je l'ai dit, le réseau, le potentiel méthanisable et les projets existants. L'objectif qu'on s'était donné sur le moment, en fait, qui a ensuite évolué au fur et à mesure des études, c'était d'injecter 30 TWh de biogaz d'ici 2030, pardon. Donc, à peu près 10%, ça représente à peu près 10% de la consommation prévue. Les variables qu'on avait, forcément, c'est le type de raccordement, les variables techniques que ça implique. Donc, en fait, lorsqu'on va devoir remonter la charge, on va devoir construire des constructions physiques qui s'appellent des rebours et des compressions. Je vais revenir juste après sur ces termes-là. Et deux types de raccordement, soit en canalisation en acier, donc en fait, qui est la canalisation qui est utilisée pour le réseau de transport actuellement, ou une canalisation en polyéthylène. Donc, ça, c'est plutôt la canalisation qui est utilisée sur le réseau de distribution. La différence, c'est le prix, forcément, au mètre linéaire, mais surtout, en fait, en termes techniques, l'acier, en fait, transporte du gaz sous beaucoup plus haute pression sur le réseau de transport. Et donc, en fait, le passage entre polyéthylène et acier nécessite ces installations-là. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a considéré sur le modèle. Les contraintes que l'on a, c'est forcément des pertes en charge. Donc, il ne faut pas qu'on fasse des canalisations qui font des centaines de kilomètres en polyéthylène. Donc, on avait une certaine limite à ne pas dépasser et certaines limites de volume d'injection sur lesquelles je reviendrai juste après. En ce qui concerne les rebours et les compressions, j'ai fait un petit schéma pour un peu présenter l'enjeu. Donc, en fait, on a de l'injection, de l'acheminement et de la consommation. Donc, on progresse de gauche vers la droite. Et donc là, dans le cas justement d'une installation de rebours, c'est le cas où en fait on produit du biogaz, où il est injecté directement sur le réseau de distribution, donc pas sur le réseau de transport, mais c'est-à-dire qu'il est local. On l'injecte localement sur le maillage de distribution, qui ensuite passe par une distribution publique. Et l'objectif, étant donné que vu qu'il est produit localement, ça va être de le remonter sur le réseau de transport pour le redispatcher ensuite sur l'ensemble de la France. Donc c'est là qu'on va utiliser un rebours. Ou ensuite, là, on va soit l'acheminer vers les consommateurs industriels, ou alors on va justement le redispatcher sur la distribution en France et vers le consommateur plutôt résidentiel ou tertiaire. Et en ce qui concerne les compressions, c'est un peu la même chose, sauf que là, le sujet, c'est qu'en fait, on injecte le gaz renouvelable, mais directement sur les réseaux de transport. L'objectif, ça va être soit on l'injecte directement en acier, mais bon, ça coûte très cher de faire une canalisation en acier directement, donc en fait, ça revient à bifurquer le réseau de transport, ou soit en fait on crée des canalisations en polyéthylène qui sont associées à une compression, qui va permettre justement d'injecter sur le réseau de transport. Et ensuite, c'est la même chose, on achemine le gaz aux différents consommateurs selon les besoins. Traduit en termes de, en termes un peu plus mathématiques, les hypothèses que l'on avait justement, donc les canalisations en acier qui coûtent à peu près 10 fois plus cher au mètre linéaire que les canalisations en polyéthylène. On a un objectif de 30 TWh, on connaît déjà à peu près 1000 projets, donc c'est-à-dire qu'il nous en reste
étant donné les hypothèses que nous ont donné GRTgaz, à peu près 700 à trouver sur le réseau en fonction justement du potentiel méthanisable. Et ensuite, on a des coûts justement de construction justement de rebours et de compression, des volumes d'injection qui sont forcément limités à certains endroits sur le réseau, qui dépendent en fait en fonction des données qu'on a du réseau, et les longueurs max de polyéthylène. Donc ça, c'est la longueur maximale d'une canalisation qui était fixée justement par le métier. Ça, tout ça, c'est des paramètres de l'outil qui peuvent être justement fixés par l'utilisateur. On va devoir en fait raccorder les projets au réseau. On va avoir 4 manières en fait de les raccorder. Donc 2 manières qui vont être justement un raccordement sur le réseau de transport. Donc c'est ce qu'on disait justement, c'est dans le cas où en fait le volume d'injection de la zone locale, il est contraint. Donc en fait on va préférer injecter directement sur le réseau de transport pour ensuite le dispatcher tout en France. Par exemple, c'est le cas dans des zones très rurales, où en fait le biogaz, il y aura beaucoup d'agriculteurs, très peu de consommateurs. Ça va être plus intéressant forcément de le injecter sur le réseau. Donc on va avoir 4 types de raccordements. Donc direct en acier, en polyéthylène avec une compression, c'est ce que j'avais dit juste avant. Donc en fait là, on est sur ce cas-là, soit je le raccorde directement, soit avec justement cette petite étoile et la compression. Et sinon, en fait, on a un raccordement sur réseau de distribution où dans un cas, le réseau de distribution peut absorber cette production. C'est-à-dire qu'en fait, les consommateurs consomment, donc on injecte et puis ils consomment, tant mieux. Ou soit le réseau de distribution ne peut pas absorber ce surplus. Dans ce cas-là, justement, on va construire une construction qui va permettre de remonter le surplus de cette charge sur le réseau. Donc c'est un peu la même idée, c'est le rebours. OK. Donc, concernant le modèle, donc nous, notre première étape, c'était justement de déterminer la position des projets biométhane. Comme je vous ai dit, il y avait des projets de biométhane qui étaient déjà connus, dont on avait des positions plus ou moins relatives, donc une commune ou des choses comme ça. Donc en fait, c'est là que ce paramètre aléatoire intervient. Nous, notre objectif, c'était de faire un outil qui permet de faire des études de sensibilité, donc ajouter un petit caractère random dedans, ça permet de le faire tourner plusieurs fois et d'avoir des résultats différents. C'était assez intéressant pour la direction système gaz à ce moment-là, où les entrants, justement, sont les projets existants et le potentiel méthanisable. Donc, en fait, on va calculer le volume associé en fait, au projet existant. On va les associer, du coup, aux zones qui sont les cantons que l'on connaît déjà. Et ensuite, on va regarder, justement, le potentiel méthanisable de chacun des cantons. On va créer les projets potentiels qui peuvent être justement créés à partir de 2050. Et ensuite, en fait, on va faire une répartition au prorata du potentiel méthanisable des projets avec cette limite maximale qui est 30 TWh. Donc, en fait, on va forcément injecter plus de projets dans les zones rouges, parce qu'en fait, au prorata, il y aura une capacité supplémentaire d'injection de biogaz. Et on va justement prendre en compte les projets qui existent déjà pour faire cette répartition au prorata, ce qui fait qu'en fait, les zones dans lesquelles on a justement un haut potentiel méthanisable, mais pas de projet, forcément, on va avoir beaucoup plus de chances d'en avoir. Au contraire, à l'inverse, des zones justement qui sont peut-être bleues ou qui ont moins de potentiel méthanisable et qui ont déjà des projets qui existent déjà. Donc concrètement, comment est-ce que ça se schématise? C'est on va prendre les données géographiques, on va justement prendre toute cette notion justement de projet, on va associer leur volume aux cantons qu'on considérait. On va considérer aussi le potentiel méthanisable de chacun des cantons avec cet objectif cible, comme je vous l'ai dit. Et ensuite, en fait, on va créer ces nouveaux projets. Donc, en fait, là, ce qu'on voit là, c'est les étoiles violettes, hein. Évidemment, c'est allé assez rapidement. Et donc, en fait, on a cette vision à 2030, 30 TWh de projets avec la distinction projet fictif, projet réel. Et ce positionnement est aléatoire en fait, sur la zone considérée. En fait, on va utiliser une base de données géographique. PostgreSQL, PostGIS, c'est des extensions, c'est natif. Et le positionnement aléatoire de points dans une géométrie, ça c'est pareil, c'est natif. Donc, c'est des algorithmes qui sont déjà implémentés. Donc, pour nous, c'était juste des requêtes dans une base de données. Donc, ça, c'était assez rapide. C'est ce qui nous permettait justement d'obtenir des résultats rapidement et qui correspondaient aux exigences de GRTgaz. Et ensuite, on va s'attaquer justement au problème d'optimisation, de raccordement de ces projets et une optimisation justement de l'adaptation du réseau. Où en fait, on va créer un graphe qui correspond à l'ensemble des possibilités de raccordement de chacun de ces projets-là. Donc en fait, on va regarder chacun des projets, on va étudier les 4 types de raccordement dont je vous ai parlé juste avant. On va créer des arcs associés. On va essayer de mutualiser, hein, évidemment. Donc lorsqu'on construit une compression, on va prendre l'ensemble des projets qui sont autour et on va leur proposer justement de se raccorder à cette compression parce que c'est intéressant vu qu'elle est construite
autant l'utiliser. Et en fait, sur ce maillage-là, on va construire sur l'ensemble de la France un graphe qui va considérer l'ensemble des possibilités de raccordement au réseau. Et c'est ce qui va constituer justement la base de départ de notre problème d'optimisation. Comme je l'ai dit juste avant, le problème d'optimisation, il y a beaucoup de contraintes qui sont techniques et qui vont être forcément complexes à implémenter en termes mathématiques. Donc nous, notre objectif à ce moment-là, on s'est dit, on veut avoir un problème mathématique qui est relativement simple et qui se résout rapidement et qui soit compréhensible pour le métier. Donc en fait, on va intégrer un maximum de contraintes techniques dans la création du graphe. C'est-à-dire qu'en fait, les variables qui vont être considérées par le modèle d'optimisation seront déjà des solutions potentielles de l'optimisation. Ce qui nous permet en fait de déporter la complexité sur la création du graphe en programmation dynamique rapide et de faire un problème de linéaire simple qui résolve l'ensemble du raccordement. Avec justement la contrainte de l'optimisation de raccordement où on se dit, si c'est optimisé, c'est-à-dire que les projets se raccordent entre eux et après se raccordent au réseau. Ça, c'est une complexité supplémentaire que je vais aborder juste après. Que l'on a géré différemment. Donc, dans notre cas, justement, où on peut raccorder ces projets au réseau, donc si jamais on visualise un cas simple, hein, il y a juste le temps qui me reste. Donc là. Si on visualise un cas simple, donc avec 3 projets, le réseau GRT Gaz, des distributions publiques, le réseau GRDF, on va avoir 3 options de raccordement. Donc, dans le cas de ce projet ici, la première option, ça va être justement de raccorder directement au réseau de gaz en canalisation d'acier. Ça coûte cher. Forcément, c'est intéressant si le projet est très proche du réseau de gaz. S'il est loin, c'est moins intéressant. Mais ça, c'est le modèle d'optimisation qui va le décider. Ensuite, on a un raccordement au réseau de distribution en canalisation PE, donc en fait, polyéthylène. Donc là, on va se raccorder à la distribution publique. Ici, j'ai mis VD parce qu'en fait, c'est le volume d'injection de cette distribution publique qu'il va falloir considérer. Si le volume d'injection est déjà saturé, on va avoir une contrainte supplémentaire qui va être introduite par le modèle qui va dire qu'il va falloir construire un rebours ici pour pallier à ce problème-là. Donc voilà. Donc ensuite, raccordement au réseau de transport, mais en fait, on va construire une canalisation polyéthylène et on va construire la compression ici. Donc ça, les autres projets pourront se raccorder à ce moment-là à cette compression s'ils le souhaitent. Et le cas que je vous ai expliqué juste avant, où en fait, le volume est déjà saturé et il faut construire une installation supplémentaire pour pallier à ça. Avec justement le raccordement entre projets, qui est un sujet qui est un peu compliqué et sur lequel je ne vais pas forcément m'étendre, mais en fait, nous, étant donné qu'on traite ce problème en tant qu'un problème de multiflow, nous, notre contrainte principale, c'était de se dire on ne veut pas en fait que ça fasse une boucle, que ça se raccorde entre eux et qu'ils ne se raccordent pas directement au réseau. Et donc, en fait, considérer les raccordements au réseau comme étant des raccordements différents et donc sur lequel, en fait, sur chaque projet où on considère le problème, se dire, bon, alors il faut que je me raccorde à un projet qui soit raccordé lui-même au réseau, ça introduisait en fait des contraintes qui grossissaient et qui devenaient exponentielles avec des méthodes ensemblistes et qui forcément n'étaient pas dans nos priorités au moment où on a fait le modèle, parce qu'on s'est dit on veut de la simplicité, on veut que ça aille vite, quitte à avoir une solution qui soit suboptimale. Donc c'est justement là ce que j'aborde ici. Ça, c'est la solution qu'on ne veut pas. Comment est-ce qu'on fait pour justement résoudre ce problème? Soit on fait une solution ensembliste avec des contraintes justement par ensemble, en se disant il faut qu'à chaque fois il y ait un arc qui sorte de cet ensemble en considérant l'ensemble des projets. Mais bon, ça forcément c'est n factoriel le nombre de contraintes. Ou alors soit justement on prend une solution avec un branch and cut où on considère justement les chemins possibles. Donc les variables ne sont pas seulement les arcs, mais les chemins possibles, mais c'est pareil, ça augmente la complexité et le temps d'implémentation, ce n'était pas forcément intéressant à ce moment-là. Donc, ce qu'on a décidé, c'est en fait de faire un regroupement des projets par graphe. Donc, en fait, se dire, l'ensemble des projets qui se raccordent à cette compression, ça va être justement l'ensemble des projets qui vont se raccorder ensemble et ensuite vont se raccorder à cette compression. Le truc, c'est qu'en fait, au tout début, lorsque le problème va essayer d'optimiser ce raccordement, il va le faire avec des considérations qui ne seront pas les considérations de raccordement entre projets. En fait, c'est pour ça que c'est suboptimal, c'est parce que le modèle d'optimisation optimise d'abord le raccordement direct au projet et ensuite raccorde les projets qui sont raccordés ensemble par grappe, ce qui fait qu'on a une solution qui est optimale, mais qui possède en fait des effets de bord qui sont forcément qui rendent la solution moins optimale, mais justement, on avait une solution pour pallier à ce problème-là que je vais expliquer juste après.
Dans le cas justement où on crée des grappes, ça se visualise un peu de cette manière-là. C'est-à-dire qu'en fait, l'ensemble des projets sont raccordés à un point, ça constitue une grappe, et ensuite on considère ce sous-problème de grappe comme étant un sous-problème d'optimisation, de raccordement, où on va utiliser deux méthodes que je vais expliquer juste après, qui sont les arbres de spanning ou les arbres de Steiner. Dans notre cas, justement, de raccordement direct au réseau de transport, ça se visualise comme ça. Hein, donc, bon, voilà. Dans ce cas-là, c'est assez simple, en fait, c'est raccordement direct en acier. Voilà. Dans le cas d'un projet biométhane qu'on considère ici, si jamais on considère le raccordement justement au réseau de transport avec une compression, on va avoir des contraintes qui vont s'ajouter. C'est ce que je disais, en fait, on va déplacer la complexité sur la création des grappes. On a une longueur maximale de polyéthylène qu'on considère. On a certaines distributions publiques qui existent déjà, sur lesquelles en fait, on ne va pas pouvoir construire une compression parce qu'on se dit, si j'ai une distribution plus large, ça sert à rien, je construis une installation qui coûte plusieurs millions d'euros, alors que je vais avoir la possibilité d'injecter ici ou alors d'injecter autre part. Enfin, essayer d'être un peu intelligent sur la construction du graphe. Donc en fait, on voit que voilà, il va y avoir ces 4 solutions-là qui vont être considérées par le modèle. Donc en fait, on va créer un graphe avec 4 arcs pour ce projet-là, et on va répéter l'action avec l'ensemble des étoiles ici, en leur donnant la possibilité, évidemment, de se raccorder à chacun des points. L'ensemble de ces points-là, c'est les points qui sont les plus proches du réseau qu'on a vu juste avant. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on va créer le graphe, c'est en considérant les points de raccordement de chacun des projets, voilà, et ensuite en les mutualisant, en proposant aux autres projets de se raccorder à ceux-ci. Dans le cas du raccordement au réseau de distribution, forcément, c'est un peu plus contraint, hein, c'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'il y ait un réseau de distribution à côté. Donc, ça va être justement les distributions publiques qu'on visualise ici. Dans le cas de ce projet-là, étant donné que la longueur maximale est déjà introduite ici, il ne va pas pouvoir se raccorder à celui-ci. Donc, en fait, on va lui proposer de se raccorder aux 2 autres projets à côté. Donc, voilà, on voit un peu la construction du graphe, de quelle manière est-ce qu'elle se fait. C'est assez facile à implémenter en programmation dynamique. Hop. Voilà. Donc là, on visualise en fait voilà, la grappe qui vient d'être créée. Alors, au début, je ne voulais pas mettre les équations du modèle, mais bon, j'ai participé aux autres conférences et je me suis rendu compte que bon, il faut quand même que je mette un peu d'équations pour intéresser les académiques ici. Donc, la formulation linéaire, elle est assez simple. Hein. L'objectif, c'est de minimiser le coût global de la construction. Donc, en fait, on va avoir des coûts qui vont être associés aux arcs. Chacun des coûts des arcs, il est connu vu qu'on a construit le graphe. Donc, c'est des mètres linéaires fois la longueur linéaire. Quand on va multiplier avec une variable qui est binaire, c'est oui ou non, j'utilise cet arc-là. Et ensuite, il y a les constructions justement physiques qui sont les rebours et les compressions qui sont introduites ici. Donc, en fait, c'est une fonction objective qui est assez simple. La contrainte de flow, ça c'est assez classique. Hein, voilà, il y a autant, pour chacun des projets, il faut à chaque fois qu'il soit raccordé à au moins un autre projet à côté de lui ou au réseau. En l'occurrence, là, c'est le réseau. La contrainte de capacité des rebours, c'est-à-dire en fait, dans le cas où je me raccorde à une distribution publique, le volume de ma distribution publique, c'est ma capacité. Et en fait, à partir du moment où le volume d'injection totale qui se raccorde justement à ce projet-là dépasse la capacité, on a une variable d'activation qui est ici, qui est Y, là, qui est la variable justement de construction du rebours. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la somme totale en fait, que j'injecte sur la distribution publique excède la capacité, le big game s'active. Et donc, en fait, après, on a la variable de construction du rebours qui s'active ici. Et c'est la même chose pour les compressions avec en fait, le fait qu'il n'y a pas de capacité d'injection. Donc, en fait, à partir du moment où on s'y raccorde, ça s'active. Voilà. Donc, c'est la même contrainte, mais un peu plus simple. Concernant du coup le raccordement des projets entre eux, c'est relativement simple étant donné qu'on a vraiment réduit le problème, on a fait ça par itération, on se retrouve avec justement des sous-problèmes qui considèrent une dizaine de points d'injection au maximum, donc là ça va être très simple, on va intégrer justement des solutions de raccordement optimal de points entre eux dans un espace 2D. Ça c'est la solution des arcs de spanning, donc ça c'est un algorithme qui est natif dans pas mal de librairies, en l'occurrence nous on a fait ça en Python, donc il y avait des librairies Python qui faisaient ça très rapidement. Ensuite, pour les arbres de Steiner, c'était un peu plus coton. Donc, on a justement eu cette idée de se dire, bon, si on veut vraiment que ça soit optimal, c'est intéressant justement de créer une solution avec des arbres de Steiner. Donc, en fait, les arbres de Steiner, c'est l'introduction de nœuds de Steiner qui permettent l'optimisation globale du raccordement de points entre eux.
Je vais faire un focus juste après sur les arbres de Steiner. En gros, comment est-ce qu'on s'y est pris pour implémenter les arbres de Steiner? On a récupéré en fait un module C qui existait sur Internet et qui est open source, qui permet de résoudre ce type de problème. Et en fait, on a implémenté un wrapper Python au sein de notre code qui nous permettait justement de considérer par itération chacun des sous-problèmes, de faire rentrer les positionnements de chacun des projets justement du sous-groupe qu'on considère, le faire compiler et récupérer en sortie à la fois les raccordements et les positions des nœuds de Steiner. Ouais, ça marche. Les positions des nœuds de Steiner, donc globalement, ça se visualise un peu comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, on a justement les projets qui sont ajoutés par point d'injection et ensuite, on itère sur chacune des graphes pour obtenir la solution de raccordement globale à la fin, qui se visualise sous cette forme-là. Donc en fait, on a codé évidemment une IHM qui nous permettait de débugger l'outil. Là, en l'occurrence, étant donné que c'est un outil géographique, une carte, c'était indispensable. Donc en fait, ça se visualise sous cette forme-là. On voit en fait des raccordements en spanning qui sont en vert et les raccordements en Steiner avec les nœuds de Steiner qui ont été ajoutés, qu'on peut visualiser ici. Ça, c'était voilà, sur la solution. Globalement, Steiner, voilà, c'est une règle un peu classique sur justement la création d'un nœud de Steiner, c'est qu'en fait, à chaque fois, il y a un angle de 120 degrés entre chacun des arcs. Et donc ça, c'est la présentation globale de l'outil. On a fait justement un import de données qui était sous format Excel avec une petite IHM justement qui permettait à l'utilisateur de paramétrer l'outil. L'objectif, c'était que ce soit vraiment facile d'utilisation. En fait, Excel, tout le monde connaît l'interface, c'est assez rapide, on peut modifier les données. On a emporté ça sous une base de données géographique, comme je l'ai dit juste avant, un modèle Python qui nous permettait ensuite d'exporter les données à la fois sous format Excel pour que les personnes côté DSG, direction système gaz, puissent exploiter les données. Et nous, de notre côté, on a développé notre plateforme pour débugger l'outil sous cette forme-là. Vu que j'ai plus beaucoup de temps, je vais passer rapidement sur ce point-là. Je vais juste vous présenter la... Alors, je ne sais pas si ça marche. Là. Non, si. Il y a une petite vidéo, en l'occurrence, présente la plateforme qui est assez intéressante justement pour avoir une bonne idée de la manière dont on débuguait l'outil. Donc là, voilà, on voit le réseau français, en l'occurrence. Étant donné que c'était un objectif de debugging, nous, on n'a pas codé voilà, de paramétrage spécifique ou quoi. Donc, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on lançait l'outil. Ensuite, on sélectionnait les résultats. On visualisait ces résultats. Donc, en fait, là, on voit les projets fictifs, les projets réels sous différentes couleurs. Le premier type de raccordement, donc raccordement spanning, classique. Et ensuite, des raccordements Steiner. En fait, on voit les solutions de raccordement qui diffèrent et qui, forcément, sont un peu plus intéressantes en termes d'optimalité. Donc, comme je l'ai dit juste avant, il y avait un problème en fait, qui était que, étant donné que les projets se faisaient sous forme de grappes, on avait une sous-optimalité en fait, du fait que des fois, en fait, les grappes qui sont constituées, étant donné que c'est du raccordement direct, ça peut considérer une solution qui n'est pas forcément intéressante globalement en utilisant un raccordement de Steiner. Il y a la vidéo qui tourne toujours. Et donc, en fait, pour résoudre ce problème-là, et justement, je terminerai rapidement là-dessus, l'objectif, c'était de proposer une météoristique qui permette de justement revenir sur ce problème en fait, d'effet de bord et de considérer chacun des projets en fonction de leur rentabilité globale, c'est-à-dire combien est-ce que coûte ce raccordement de projet par rapport à combien est-ce qu'il injecte sur le réseau, et de considérer l'ensemble des projets qui sont plus ou moins intéressants, c'est-à-dire dont la rentabilité sera forcément moins bonne que certains autres, et ceux sur lesquels on va se concentrer, où on va essayer justement de faire vibrer la solution. C'est-à-dire en fait, on va parcourir le réseau de cette manière-là avec justement un parcours de voisinage assez classique, ou un hyperparamètre qui considère justement, si on considère 100% du voisinage autour, ou un peu moins pour aller un peu plus vite et rajouter un caractère un peu plus random dans l'itération. On va chercher le voisinage. On va prendre ce projet-là qui n'est pas forcément intéressant, on va le couper et on va considérer l'ensemble des solutions de raccordement. On va faire une delta évaluation justement sur la capacité d'augmentation de la solution sur l'ensemble des raccordements qui sont considérés. Et ensuite, en fonction de cette delta évaluation, soit on va considérer la solution parce qu'elle est plus intéressante, ou soit on va la mettre de côté parce qu'elle n'améliore pas la solution, donc on passe à la prochaine. Et ainsi de suite, par itération. En ajoutant évidemment un petit caractère de simulated aligning en se disant, voilà, au début, on va essayer
de secouer un peu plus la cage que vers la fin de l'algorithme. Donc, ça, c'est voilà, assez classique. On introduit justement en fonction des itérations un caractère qui sélectionne de moins en moins rapidement en fait, une solution moins intéressante. Et un caractère évidemment aussi tabou un peu, où l'objectif c'était de ne pas faire des raccordements qu'on a déjà fait juste avant pour continuer à avancer et s'éloigner éventuellement du minimum local. Avec des paramètres d'arrêt de l'algorithme au nombre d'itérations. Donc, c'était une proposition qu'on avait faite justement pour améliorer cet aspect-là, avec justement, et je terminerai là-dessus, l'objectif final qui était de faire tourner l'outil avec un paramètre random en entrée et faire des analyses de Monte-Carlo. Donc, l'objectif, c'est de faire 50 tirs avec justement un caractère random en entrée qui permet d'avoir en fait une solution différente en sortie, mais qui considère toujours les mêmes caractéristiques métiers. L'objectif, c'est de se rendre compte, en fait, sur le réseau, quelles sont les zones qui reviennent de manière vraiment constante dans l'évaluation de la solution et qui sont celles, justement, où il va être intéressant de construire ces compressions et ces rebours, qui sont en fait des nouvelles installations que GRTGAS commence à intégrer sur son réseau, GRTGAS et en l'occurrence JRDF, hein, et sur lequel, en fait, eux, ce qui les intéresse, c'est de se dire, bon, où est-ce que je vais construire mon robot et ma compression pour que dans le futur, je sais que je vais l'utiliser et la rentabiliser de cette manière-là. Voilà. Donc, ça, c'est tout pour le projet. Bon, j'avais quelques slides pour présenter l'équipe SIA Partners OptiWise, mais ça, à la limite, c'est peut-être dans les questions. Merci à tous. C'est toujours intéressant de voir comment, à partir d'un problème gigantesque, on simplifie, on décompose, on utilise des bibliothèques existantes pour résoudre des sous-problèmes. Alors, on a le temps pour deux ou trois questions. Oui. Je n'entends pas, excusez-moi. Un peu plus fort. Merci beaucoup pour la présentation. La question, c'est qui sont les utilisateurs et à quelle fréquence l'outil est censé les utiliser? C'est pour définir le d'ici 2030, et à quelle fréquence Alors, justement, c'était un outil qui n'est pas un outil opérationnel. Hein. Donc, en fait, il n'y a pas d'utilisateur voilà, comme on peut le penser sur des outils SI classiques. Là, c'est un outil stratégique. Donc, en fait, c'est vraiment un outil qui est utilisé par une équipe sur leur machine. À quelle fréquence ils l'utilisent, j'aurais du mal à répondre étant donné que je ne suis pas dans ces équipes-là. Maintenant, je sais qu'en fait, il y a des itérations où ils ont des discussions avec la CRE, donc le régulateur de la filière en l'occurrence, et d'autres travaux qui sont réalisés voilà, en parallèle de cela et qui peuvent être intéressants pour l'outil Biozone. Donc, en fait, ça va être vraiment du ad hoc. Ils vont faire une étude, ils vont lancer certains paramètres. En fait, on se pose une question de se dire, bon, si je mets tel paramètre dans l'outil, qu'est-ce que me dit justement Biozone sur l'organisation du réseau? Donc, ça va être vraiment une fréquence, je dirais, voilà, occasionnelle, mais quelques fois dans l'année. C'est un outil qu'ils vont essayer de maintenir, je pense, et continuer à utiliser pour l'avenir, parce qu'en fait, c'est ce qui aussi alimente les études qu'ils font pour 2030 et 2050 sur les coûts d'investissement sur le réseau, ce genre de choses. C'est des informations en fait, qu'ils essaient de partager aussi avec l'ensemble des acteurs de l'énergie au global pour participer au débat, pour dire, voilà, moi GRTGAS, lorsque justement j'injecte une telle quantité sur le réseau, voilà comment je vois l'adaptation du réseau, voilà comment ça va coûter, et donc forcément, comment est-ce que ça va se répercuter sur le consommateur final ou bien les taxes de l'ensemble des contribuables. Une autre question? Donc là, c'est deux cas où on a tiré au hasard c'est ça exactement. Les localisations, et je voulais savoir à quel point du coup, les investissements évoluent entre deux itérations au global. Quel est l'ordre de grandeur Justement, en fait, ça va dépendre des zones. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir justement des investissements qui sont très récurrents. Donc, mais alors, vous voulez des chiffres, c'est ça? Non, pas forcément, mais est-ce que vous avez remarqué des grosses différences entre deux tirages si vous sommez tous les investissements, ou est-ce que finalement, en moyenne, on a toujours à avoir justement, en fonction de la zone géographique, voilà. En fonction de la zone géographique, on a justement un investissement qui est soit constamment présent, ou soit justement qui va dépendre des paramètres qu'on va mettre en entrée, ou bien même juste du caractère random de l'itération. C'est-à-dire qu'en fait,
les projets qui vont être générés de manière vraiment aléatoire. C'est placement aléatoire de points dans un canton. Donc un canton, bon, c'est un peu plus petit qu'une région, un département. Oui, un peu plus qu'un département. Donc forcément, la variabilité va dépendre de la zone. La variabilité va dépendre aussi du potentiel méthanisable. C'est-à-dire qu'en fait, si la zone elle a un haut potentiel méthanisable, c'est-à-dire qu'il va y avoir potentiellement beaucoup de projets de biométhane, peut-être que la variabilité des projets va être plus importante. Si le maillage est important, on peut voir qu'en fonction du maillage du réseau, voilà, il peut y avoir des trous, quoi. Donc, étant donné que là, on s'intéresse qu'au réseau de transport, il y a certaines zones qui ne vont être invariantes. C'est-à-dire qu'en fait, de toute manière, il ne va pas y avoir d'investissement, tout simplement parce qu'il n'y a pas de production de biométhane et que le réseau est trop éloigné. En fait. Donc, ça ne va pas être intéressant. Mais ça va être justement un biais du modèle, dans le sens où on va lui dire il ne faut pas que la distance de canalisation soit supérieure à temps, etc., etc. Donc, ça, il y avait des invariants, et ensuite, il y avait des points justement un peu plus précis. Maintenant, je n'ai pas d'exemple. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je voulais savoir si, globalement, quand eux, ils regardent les investissements qu'ils vont devoir faire dans toute la France, ouais. Est-ce qu'ils peuvent, du coup, grâce à ça, prévoir, grosso modo, combien ils vont devoir investir en groupant tout? Ou est-ce qu'entre deux itérations, on passe du simple au double en termes d'investissement? En termes d'investissement, oui, ouais. Économique. Donc, ouais. Le sortant économique, non, globalement, c'était vraiment... les chiffres restaient autour des mêmes valeurs. Quoi. Okay. Ça variait pas tant que ça. Après, heureusement, il y aurait eu peut-être un problème de notre côté, mais non, en ce qui concerne... oui. Je suis désolé, il y a d'autres questions, mais il faut qu'on avance. On pourra en discuter juste après, hein, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à rencontrer l'orateur. Merci à tous. Voilà. Pas de souci. À la deuxième présentation par Alain Guyenne de Renault qui va nous parler de son expérience dans l'optimisation de la production chez Renault. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de vous présenter des exemples d'utilisation de l'aéro en atelier. Là, c'est vraiment sur le terrain. Je ne vais pas parler d'équation ni de modèle, plus de vous donner un retour terrain. Et comme Alexandre, on va commencer par une vidéo. Voilà, c'est la grande note. Et... Bonjour, je m'appelle Javier Moral, je suis le responsable informatique de l'usine de Motores basée en Espagne qui fait un 40% de la production de moteurs du groupe Renault. Sur l'activité d'approvisionnement des pièces à bord de ligne, on avait besoin d'un outil qui permettrait d'optimiser 3 processus enchaînés. D'abord, la conformation des piles d'emballage des pièces. Après, la programmation des caristes pour toutes les différentes tournées et finalement les prélèvements des pièces à mener à chaque tournée. Motores est une usine leader dans la transformation digitale. C'est pour cela que nous avons pensé dès le début à une solution basée sur le processus d'état à la décision et sur la recherche opérationnelle. Important des données d'entrée comme les fils moteurs, les dimensions des emballages et la disponibilité des chariots, arriver sur une solution optimale d'approvisionnement programmé des pièces au bord des chaînes. Pour développer plusieurs algorithmes, d'abord un calcul de couverture de stock pour déterminer les bonnes pièces à amener en bord de chaîne, puis l'optimisation en 2 dimensions du placement des pièces sur les palettes, et enfin un algorithme voyageur de commerce pour donner à l'opérateur la meilleure route possible pour effectuer sa tournée de livraison. Une fois les algorithmes développés, il a fallu aller aux usines pour réaliser les tests de terrain. Ainsi, ajuster les paramètres de l'outil pour qu'il suive bien l'avancement réel de la chaîne et valider les résultats de l'optimisation. À la fin, il a fallu surtout convaincre les opérateurs des bonnes décisions de l'outil et qu'il fallait bien dessus. L'outil de programmation de l'approvisionnement nous a permis de supprimer la fonction vigilance qu'on avait avant la l'usine. L'opérateur se promenait par les lignes uniquement pour savoir quels sont les stocks insuffisants.
Maintenant, grâce à l'outil, on a une programmation claire pour importer les pièces à bon endroit et à bon moment. Cet outil nous a permis de diminuer le trafic non nécessaire de cabines et la surveillance à bord du ciel. Grâce à la planification de la préprogrammée et à notre outil informatique payant, on a pu diminuer le stock de fonctionnement de l'usine en 20% en récupérant la surface pour les besoins industriels, en améliorant les flux et les coûts. Excusez-moi. Bon, pas une deuxième fois. Voilà, donc pour planter le décor, l'usine était super fière de faire la vidéo. On a demandé. Donc le problématique, c'est donc vous avez des lignes d'assemblage, des postes de travail, et il faut réapprovisionner régulièrement ces lignes. Alors, ça paraît assez hallucinant en 2022, hein, mais tout ça se faisait complètement à la main, et les gens se baladaient, regardaient. Alors qu'on a le problème de fabrication, on a les stocks. Et donc nous, enfin, tout bêtement, on s'est dit, voilà, on va automatiser tout ça, avec effectivement calcul couverture de stock, placement 2D pour voir comment on peut charger à fond les 2 palettes, et puis un petit ESP pour calculer la route du chauffeur, mais en fait, il ne la connaît pas que sur l'atelier. Nous, c'était surtout pour connaître le temps qu'il allait mettre, et donc le temps qu'il fallait pour amener les pièces suivantes. Hein, est-ce qu'on devait attendre cette tournée, la taille suivante, voilà. C'était un joli projet. Les retours là-dessus, c'est que en fait, c'est un sujet, ce n'était pas si compliqué que ça de faire le plan. Par contre, il fallait énormément surveiller l'exécution de ce plan. Parce que pour vous dire, la première fois qu'ils ont allumé le bouton, au bout d'une heure, il manquait des pièces partout. C'était la pagaille, ils ont arrêté. Après, ça a duré 2 heures, 3 heures. On est venu sur place à Camille, on a tenu une équipe dans une demi-journée. Ils ont craqué. Voilà. Mais ça, c'est la vie sur le terrain parce que c'est du temps réel, c'est super sensible. Et quand il manquait des pièces, il fallait comprendre, c'est un paramètre outil, c'est l'agro. Évidemment, c'était à la faute de l'agro. Donc, on a un peu transpiré. C'est un point très important chez nous, dans nos usines. Les opérateurs de fabrication, ils sont quasiment finis. On compte à centième de minute. Donc, le gars, il bouge son doigt, on le sait. En logistique, tous les gens qui approvisionnent, il y a plein de gens pour ça. En gros, on ne sait pas ce qu'il faut. Et on ne sait pas s'il faut autant de monde. L'un des buts de l'outil, c'était ça aussi. C'est le fait de construire cette panier. C'était après dimensionner. J'ai besoin de combien de TP. Bon. À la fin, évidemment, on en a gratté un peu. Mais c'était aussi pour ça, parce qu'après, c'est toujours compliqué. Ce qui a pu marcher, c'était une grosse implication du top management. La directrice de l'usine, à l'époque espagnole, française, voulait absolument pousser ce projet. Pourquoi? Parce qu'à motoriste, il manque de surface. Et il fallait récupérer de la surface, enlever les pièces. Et ça a été vu comme un levier. Pour l'aéro, c'était magique. C'était un super levier pour aller économiser la surface et pouvoir étendre leur ligne. Et puis, vous avez eu Maria à la fin, donc la scène qui a animé, qui a piloté. Parce qu'au début, évidemment, les chauffeurs ne voulaient pas suivre le plan. L'aéro, par rapport à mes collègues machine learning, par exemple, on est extrêmement intrusif. Quand on fait ça, on dit maintenant, tu vas en plus dans ce cas-là. Ce n'est pas de la décision. Hein. On te donne le plan, tu l'exécutes. C'était complètement contre-intuitif pour eux, parce que eux, ce qu'ils faisaient, c'est quand ils devaient charger des étagères, ils amenaient le maximum de pièces, ils bourraient l'étagère. Ils disaient non, ce n'est pas la bonne solution, ce n'est pas ce qu'il faut faire, c'est relativement contre-intuitif. Et Maria était du diplomatie extraordinaire. Ils avaient réussi à convaincre que ça a duré. L'algo, c'est toujours pareil, c'est quelques mois. Le déploiement terrain, c'était plus d'1 an. Voilà, à force de patience, etc. Et maintenant, il est pilote transformation digitale. C'est aussi dans le chantier qu'on revient par le début de transformation digitale. On parle beaucoup d'industrie 4.0, mais ça en fait aussi partie. C'est le fait de dire on arrive à automatiser, on arrive à piloter. Et l'aéro est vu comme un levier là-dedans. Alors, deuxième sujet, toujours pareil, petite vidéo. Et là, voilà. Donc là, ce que vous entendez, c'est du turc. C'est un autre usine de Turquie. Donc, vous voyez, les gens, ce qu'ils font, c'est la caisse passe et en dessous, ils bouchent les trous avec des ACR. C'est pour l'anticorrosion. Donc, comment on a modélisé ça? Voilà, donc vous avez le dessus d'une caisse avec tous les trous qu'il faut boucher. Et le but du jeu, donc c'est un problème de line balancing, enfin, assembly line balancing un peu particulier. Il faut donc remplir ces tâches, donc boucher tous ces trous avec le nombre minimum d'opérateurs. Avec la particularité, c'est le véhicule, il passe toutes les minutes. Il passe à peu près 1 minute devant chaque opérateur. C'est ce qu'on appelle le temps de cycle. Donc, toutes les tâches affectées à un opérateur doivent durer moins d'1 minute en tenant compte du temps d'opération, remplir le trou,
éventuellement du temps changement d'outil, du temps de déplacement. Voilà. Et puis les outils sont posés sur une table, peu importe. Et donc là, le but du jeu, c'était à l'époque, sur l'atelier, ça c'est comme partout, hein, c'est fait complètement à la main, c'est extrêmement consommateur de temps. Et à l'époque, la motivation, c'était il y avait une baisse de cadence, et ils étaient à 6 opérateurs, ils savaient si on pouvait passer à 5. Et donc, c'est vraiment de l'aide à la décision dans le sens où le chef d'atelier, c'est particulièrement, ils n'avaient pas prendre telle quelle notre solution. Mais ce qu'ils voulaient, c'est qu'avec le team, on lui propose des scénarios très différenciés. Voilà, en gros, c'est challengez-moi, proposez-moi des trucs qui sortent vraiment de l'ordinaire, bousculez-moi, et que je vois un petit peu, et après, je ferai ma cuisine là-dedans. Parce que le gars, il est grand expert. Et évidemment, avec un outil, on teste beaucoup plus de scénarios, on pousse un peu plus aux limites. Alors, les difficultés, ça a été quoi? Vous voyez, tous les temps de déplacement, c'est impossible de leur dire donnez-moi une matrice avec les temps de déplacement entre tous les points. C'est impossible, c'est des centaines de mesures, on ne peut pas demander ça avant même d'écrire la première ligne de code. Donc, on s'est débrouillé, on a dit un pas, on n'est pas opérateur, c'est un centième de minute, enfin, on a un peu bricolé. Le but, c'est de sortir l'outil, leur montrer, et après seulement, ils vont saisir les data, ce genre de trucs. Et donc, ça avait bien marché à l'époque. C'est pour ça, ils ont fait plein de simus et on a réduit d'un opérateur. On avait appliqué une technique de génération de colonnes. Et ce qui a été super sympa, c'est qu'ils ont présenté l'outil à la conférence nationale des labos en Turquie et ils ont gagné un prix. Donc, super fiers en usine. Les deux, donc Volcan qui est avec nous, Sinem qui est devenu la première chef d'atelier femme à Bursa. C'est un événement, j'ai appris ce matin. Et voilà. Donc, c'était super collaboration. Alors, aussi, on les connaît très bien parce que sur ces sujets-là, très terrain, il y a une grosse relation de confiance qu'on a avec eux. Parce que vu ce que fait l'outil, vu que ça demande, voilà, c'est des collègues, voire des amis quasiment. Et donc, l'aspect ici, par rapport au cas précédent, c'est vraiment de l'aide à la décision. Le chef d'atelier ne s'attend pas à ce que vous faites papa, maman et tout. Ça a été, et donc, les solutions, c'est rare qu'on nous demande ça, des solutions très différenciées, et c'était un peu point pour nous, parce qu'on n'avait pas de solutions très, très basiques, ça n'intéressait pas. Ça nous a servi aussi pour benchmarker les usines, dans le sens où on a dit l'outil, c'est une baseline. Et quand je regarde une usine, je veux savoir comment ça se comporte. Vous êtes au niveau de l'outil, donc par exemple Pitech, une usine très expérimentée, parce que c'est très lié à l'expertise du profil du gars qui fait ça. Donc Pitech, pas de problème. Tanger, c'était plus compliqué. Bon, ils nous ont raconté que ça n'avait pas d'autres trucs à faire. Bon, bref, et voilà. Là, ce qui a super bien marché, c'était un navigateur industriel. En gros, le gars, c'est un bouton à 5 pattes. Il a un master 2 en génie industriel, il a un master en aéro. On ne trouve jamais ce genre de profil. Donc, ça a été génial. C'est-à-dire que ça, je l'ai fait complètement à distance. Il a dit, le premier métier, c'est ça. Tu vas traiter ces 80%. Le reste, c'est de la cuisine. Il ne faut pas s'en occuper. Et on a fait des simplifications nécessaires pour bien traiter le problème, mais en étant représentatif pour que les autres soient exploitables par les gens du terrain. Et il a fait à la colle avec le terrain. Évidemment, ce temps, il par couture. Donc, voilà, c'était ça. Alors, c'est l'outil, un peu comme l'outil d'Alexandre, c'est l'outil qu'à la demande, c'est dans des conflits particulières, hein, changement de cadence, et c'est une grosse difficulté pour nous, ce genre d'outil. Ce n'est pas utile tous les jours, c'est très compliqué de former des gens et qu'après, ils arrivent à utiliser 1-2 fois par an. Et sur ce genre d'outil, nous, notre réflexion, c'est plutôt de dire, on fait une prestation complète, on fait à l'époque, quand on a fait l'étude, c'est moi qui ai fait tous les calculs. C'est pour nous présenter le problème, on met un peu en fond les datas, on mouline, on fait du tuning, et on vous propose des résultats. Et on itère comme ça. Et c'est le plus pertinent. Et ça montre aussi que nous, Aero, il y a l'algo, mais il faut vachement bien connaître le terrain. Parce que eux, bon, comme partout, hein, ils jargonnent, ils parlent dans leur truc. Il faut qu'on ait imaginé l'atelier et qu'on soit pertinent. Il faut savoir force de proposition parce que, voilà, là c'était un cas facile, parce que la personne était capable de formaliser. Ce n'est pas toujours la situation. Alors après, pareil, une petite vidéo. Voilà, donc là, c'est l'activité qu'on appelle du kitting. Donc, vous voyez, le gars, il prend des pièces dans des boîtes.
Le but du jeu, c'est il y a une très grande diversité de pièces. Et si on met tout ça en bord de chaîne, comme on faisait autrefois, on aurait des chaînes gigantesques et l'opérateur en chaîne passerait un temps fou à aller récupérer les pièces. Donc, on met une zone déportée, on met cette diversité et le gars qui passe son chariot, vous voyez en bas, il va prendre toutes les pièces pour un véhicule. Et c'est ce chariot qui va aller en bord de chaîne. Ça fait que quand le véhicule passe, en moins d'une minute, le gars, il a dans son chariot toutes les pièces pour le véhicule. Et pareil, celui qui pique les pièces, il faut qu'il fasse en moins d'une minute. J'ai une minute, voilà. Et donc là, le but, c'est quoi? C'est de dire, j'ai des pièces implantées. Et comment j'arrive à implanter ça donc à la fois dans des étagères, vous voyez là, et dans le minimum surface. Alors pourquoi à la fois minimum surface et implanté de cette façon? Donc là, vous voyez, c'est ça, c'est le déplacement d'un opérateur pour un véhicule. Donc c'est un doigt, pour un scénic. Et les points rouges, c'est les points où il doit prendre des pièces. Donc pareil, petit voyage, le commerce pour calculer le déplacement de l'opérateur. L'idée, c'est d'inventer des pièces de telle façon qu'au global, on minimise tous ces temps de déplacement. Pour l'usine, le temps de déplacement, c'est improductif. C'est du temps perdu. Donc, c'est un temps qu'on a absolument réduit au maximum. Voilà. Et donc là, on a fait les heuristiques. La config peut être un peu plus compliquée. Ça peut être des trucs un peu space comme ça. Donc, ça, la config réelle, avec plein de zones, du picking, des trucs. Et pourquoi on fait tout ça? Parce que le but du jeu, c'est ça. Pareil, encore une vidéo. Voilà, en fait, le but du jeu, c'était… Le but du jeu, c'était de dire, vous voyez, l'implantation physique que vous avez vue aujourd'hui, on fait complètement à la main. On fait, ce qu'ils font, c'est, bon, à la louche, avec l'expérience, ils font une première implantation. On commence à fabriquer les véhicules. Évidemment, ça ne marche pas. Le gars court dans tous les sens, il manque des trucs. Et on revoit. Et ça prend des semaines, on fait des arrêts de chaîne, et c'est un coût terrible. Et on se dit, c'est vraiment bête. On connaît le film de production, enfin, on a un film prévisionnel. Donc, les gens, côté Industrie 4.0, ils se sont dit, on va faire de la réalité virtuelle. Donc, voilà, on va dessiner la zone et le gars, avec un casque, va se balader, on va former les opérateurs, etc. Et après, ils se sont dit, zut, mais comment on dessine la zone? Alors, soit les gens la saisissent complètement, ce qui est un peu ballot, et donc ils sont venus nous voir en disant, youpi, l'optimisme, que vous ne pouvez pas nous construire la zone de manière optimisée, etc. En implémentant aussi des best practices, ce genre de choses. Et donc, c'est venu comme ça, et c'est le premier chantier vraiment tiré par les gens côté transformation digitale. On est un peu à la brique manquante. Et c'est plus un problème. Là, par exemple, le machine learning, ça ne le ferait pas. Et donc, voilà. On sait un peu de fournisseur de données. On a été contacté à la fin, mais c'est nous qui sommes en entrée du projet parce que c'est nous qui fournissons ces data. Voilà, l'idée pareil, fait de nouveaux scénarios. Donc, c'est très utile pour les nouveaux véhicules. On a peut-être fait des tests. Il y a une Mégane électrique qui va sortir au printemps. On a fait des tests là-dessus, sur ce kitting-là. La difficulté pour nous, très grande diversité des configurations usines. En gros, chacun fait comme il veut dans son coin. Là aussi, l'idée de l'outil, ça arrive à standardiser, d'amener les bonnes pratiques. C'est très poussé, très fort du central, donc c'est aussi une difficulté. C'est-à-dire qu'on a du mal aujourd'hui à trouver des relais terrain. On a un CATES à Motorist, toujours la même usine espagnole, parce que aussi, voilà, les usines sont en compétition entre eux. Et eux, en particulier, cherchent à bien se positionner. Là, clairement, sur ce sujet-là, on ne va pas forcément gagner de la surface. Les gars qui font ça, ils sont bons. Vraiment, ils mettent énormément de temps. Donc là, l'intérêt pour nous, c'est plutôt de gagner un temps fou. Et surtout de faire ça avant qu'on ait le premier truc physique. C'est ça l'énorme intérêt. C'est de faire ça des semaines, des mois avant la première caisse que j'envoie en chaîne et tester différents scénarios et renégocier des surfaces, etc. Bon, eux, dans leur rêve, c'était qu'avec l'aéro, on invente la bonne configuration et tout. Là, on me dit, vous rigolez. Et ce qu'on fait plutôt, c'est qu'on a défini avec eux des patterns possibles d'atelier et qu'on travaille avec eux, on choisit, on connaît ces bonnes règles, et on guide dans les bons patterns ou qu'on les propose tous avec des temps de déplacement. En fait, le juge de paie, c'est le temps de déplacement et c'est le nombre d'opérateurs. Et donc, on puisse faire un truc là-dessus. Et donc, c'est un travail toujours en cours. On est toujours dessus et on espère qu'au printemps, on pourra l'appliquer en Espagne. Alors, autre sujet complètement différent, toujours pareil, une petite vidéo de mise en contexte. Bonjour, Soprastack est une filiale du groupe Renault et un site logistique incubateur d'innovation implanté dans l'Eure.
Pour un de nos projets, nous avons remplacé à destination de la Roumanie les camions standards par des camions double plancher afin d'augmenter de plus de 20% le chargement. L'objectif est de gagner un camion par semaine et de réduire notre impact CO2 tout en maîtrisant les processus de préparation d'images camion, de chargement et de sécurisation. Nous avons sollicité l'équipe d'optimisation du Pôle Techno afin d'élaborer un outil de construction d'images spécifiques double plancher. Cet outil nous permet à la fois de standardiser notre process, de gagner en flexibilité et en temps d'exécution. Notre équipe disposait déjà d'un algorithme de chargement de camions basé sur les heuristiques du BC. Mais nous avons dû le repenser pour prendre en compte les contraintes de poids et de placement de palettes très spécifiques aux camions double plancher. Autre particularité, nous devons à la fois maximiser le volume du chargement et le poids de la marchandise chargée. Lors du démarrage de l'activité de chargement des camions double plancher, nous utilisions un fichier Excel afin de créer une image camion. Cette opération d'une durée approximative de 2 heures nécessitait de prendre en compte les contraintes de poids, de format de palette et nous imposait régulièrement de retoucher les images camions après avoir fait celle-ci. Une première version de l'outil de l'équipe pour l'optimisation techno nous a permis de prendre en compte différentes contraintes au niveau de l'atelier, du client, du format de palette et des contraintes diverses et variées, afin de produire une image camion qui est maintenant réalisée en équivalent de 15 secondes et qui nous permet d'avoir la solution la plus optimale. Voilà, donc là, changement de décor, on est sur donc du chargement. Donc on fait l'atelier en question, c'est le SofaStop, qui fait plutôt de la boulonnerie, des petites pièces. Et là, le but, c'est en construisant le plan de chargement, c'est une représentation qu'ils avaient déjà, où ils ont tous les emplacements du double plancher, avec le type de palette, l'identifiant des palettes, et en haut le poids, qui est une grosse contrainte pour eux. Du léger en haut et du lourd en bas. Et là, l'idée, c'est automatiquement de préparer ce plan et de piloter la préparation ou le chargement. Après, on donnait le plan au préparateur, ils allaient chercher les pièces, ils mettaient les palettes et après, ils chargeaient. Et donc là, c'est pareil, hein, c'est que c'est pas de l'addition, on exécute exactement ce qu'on leur dit. Là, les difficultés, ça a été… Alors, le auto, c'était quoi? Il y avait un centre de cas un peu pathologique, donc on a prévu la solution de dire on vous propose plusieurs heuristiques. Il y a une qui nous paraît bien majoritaire, et puis dans des cas un peu particuliers, vous avez d'autres choix de résolution à faire, parce que c'était trop compliqué pour nous de trouver vraiment la méthode unique. On a eu la chance, donc c'est Laurent Thomas que vous voyez à la fin. En fait, on a un peu pataugé au début. Pas tellement pour l'algorithme, mais par le fait qu'au niveau gestion de projet en usine, on n'avait pas le bon relais. Et c'est le jour où il y a eu ce pilote de terrain qui était un ancien chef d'atelier, donc vraiment expérimenté, légitime, et qui utilise l'outil, qui l'a fait utiliser, donc il est en train de passer la main. Et on a bénéficié du fait qu'il y avait déjà un outil d'Excel, donc déjà un début de process, une formalisation. L'une des difficultés pour eux, c'était, alors, pareil, ça vous paraît hallucinant depuis 2022, mais quand ils font cette image, donc ils préparent Agile le camion du lendemain. Sauf qu'Agile, ils n'ont pas d'idée des tailles de palettes qu'ils vont utiliser. Ça paraît tout bête, en fait, c'est le préparateur qui décide. Mais le gars qui prépare le plan, il ne connaît pas cette info. Sauf qu'il y a un ensemble de règles qui permettent de déterminer ça. Donc, on a mis en place ces règles pour déterminer le bon type de palette, les bonnes dimensions, faire un point de chargement. Et donc, en gros, ça fait depuis 2 mois qu'on l'utilise vraiment pleinement et de manière efficace. Voilà. Alors, j'ai montré des trucs qui marchaient super bien, plus ou moins, mais évidemment, hein, c'est complet. Évidemment, il y a des trucs qui marchent moins bien. Là, c'était un sujet tourné d'approvisionnement en pièces. Donc, vous voyez, tout usé en Turquie. Vous avez des machines qui produisent, des machines qui consomment. Et c'est un pick-up et delivery avec un window. Parce qu'en gros, ce qui se passe, c'est que devant chaque machine qui produit, vous avez 2 chariots. Un qui est plein et un qui est en train de se remplir. Et donc, le but du jeu, c'est prendre le chariot plein, l'amener là où ça consomme et revenir avec un vide. Et faire tout ça pour qu'il n'y ait jamais 2 chariots pleins devant ou 2 chariots. Voilà. Donc, après, il y a les fenêtres de temps pendant lesquelles on doit se bouger, la tournée d'un caris. Donc, on n'a pas eu peur, on a fait un sauveur commercial, on a fait un super plan, on a dit, voilà, il n'y a qu'à faire ça. Donc, pour un autre opérateur, on dit, c'est une équipe, tu as 400 opérations à faire. Tu prends ta chariot, tu vas là, tu déposes, tu fais ci, tu fais ça. Et ça, on adore chez Renault, calculer les temps, et notamment les temps, le bleu, temps de mévation, le orange, c'est temps de déplacement, donc improductif, hein, en usine,
Et puis aussi le temps d'oisiveté. Là-haut, par exemple, il y a une solution, il est à 50%, il ne fait rien, parce qu'à un moment, les machines sont en train de produire, il n'y a rien à prendre. C'est à la bête, mais ce genre de sujet, c'est un peu bizarre. Alors pareil, ces opérateurs de cycle, tu cliques, on y va, on voit des gars courir dans tous les sens. Il y en a plein, on ne sait pas ce qu'ils font, et on ne sait pas combien il en faut. Donc là, pareil, l'idée aussi, c'était de mettre ça sous contrôle, comprendre un petit peu, et puis arriver à piloter. Par contre, ça a été très compliqué pour nous. Un informatique qui était plus complexe qu'on pensait. On est allé en frontal avec un serveur du commerce. Ça n'a pas bien marché. On a fait développer après une méthode heuristique qui a été vraiment très spécifique, très performante, mais sans doute trop tard. Et pour les gens du terrain, c'était compliqué aussi. C'était à leur dire, vous avez un listing avec 400 opérations. Mentalement, c'était impossible. Mais avec une tablette et tout, trop compliqué. En fait, c'est eux ce qu'ils voulaient idéalement. C'était des espèces de patterns, des trucs que je fais toutes les heures et que je répète. Mais là, c'est bon, wow, là, ça paraît too much. Et puis aussi, on n'a pas dit, gens, qu'on avait les mêmes interlocuteurs, donc Volcan Incident que j'ai montré, super beaux, ils sont devenus chefs d'atelier, mais voilà, ils n'étaient plus là pour animer, pour accompagner. Et donc, ça s'est perdu un peu dans des sables de niveau. Alors ça, c'est un cas typique, c'est-à-dire que c'est rarement, là, il y avait à la fin pas mal de groupes, et surtout, problème de relais terrain. C'est une des grosses difficultés. On dit Renault, grosse voix, des stratégies, on pense très fort. Non, à la fin de la journée, c'est des relations humaines, on se fait confiance, voilà. Et on parle le même langage, etc. Alors, tout ce que je vous ai montré là, c'est du mec, on fait tout en interne. Bon, pas seulement parce qu'on a indiqué là-haut qu'on adore ça, mais parler aux gens du terrain, comprendre le jargon, c'est une culture Renault, voilà, il faut être en interne. Donc, c'est aussi une chance pour nous. Et j'en ai terminé. Pile pour la course. On peut poursuivre ces exemples. On a du temps pour quelques questions. Oui. Une petite question. À un moment, tu as parlé des petits problèmes de voyagement de commerce. Oui. C'est quel ordre de grandeur? J'avais en points 30, 40 points peut-être. Oui, donc c'est pas. Mais si tu veux, on a fait une heuristique, enfin bateau, c'est bien. L'échec avec le solveur du commerce, c'est que ce n'était pas l'outil adapté, c'est que la modélisation n'allait pas, c'est qu'il n'a pas trouvé dans les temps impartis. C'est quoi en fait? Il n'a pas trouvé dans les temps impartis, mais là aussi, on s'est dit sur un cas. On l'a vu notamment avec un bêta heuristique. C'est trop dur pour un solveur général. D'aller deviner, en fait, les opérations, les voisinages qu'il fallait faire, il fallait prendre les machines, les grouper ensemble et faire avoir cette connaissance du domaine. Sinon, de but en blanc, mission trop générique. La modélisation, vous n'arriviez pas à capturer toute la réalité de… Si, mais si tu veux, après, bon, comme tout solveur, il y a des trucs qui lui plaît et il faut qu'il intuite par où passer. Et là, il n'a pas du tout intuité, mais parce que le problème, il est hyper bizarre. On a discuté avec l'éditeur. Bon, ils nous ont donné des pistes, mais à la fin de la journée, il y a un moment, là, c'est extrêmement un cas. Nous aussi, on aime bien aller vite fait, bien fait, enfin, quick and dirty, et là c'était très dirty, c'était très quick et très dirty. Donc, ce n'était pas de la programmation linéaire. Non, tu l'as bien deviné, c'est un autre solveur que je ne dirais pas. Question encore? Voilà. Oui. Et j'ai un peu cliqué sur la scène du camion. On étudie pas un camion entre la France et la Roumanie, on a un peu penché. Oui. À l'heure où Renault tend comme ça, ma question c'est pourquoi est-ce qu'à la version il y a des projets futurs de ferroviaire en Renault? Oui, on fait. Alors, on le fait avant déjà, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les réglementations sont de plus en plus dures et des taxes. D'accord, ça fait des années déjà qu'on sait très bien que tout ce qui est transport routier, c'est très facile à mettre en place, mais ça va être taxé à mort. Et donc, en termes de coûts, ça va exploser. Par contre, sur les camions, on fait, nous, on dépend de transporteurs, ce n'est pas nos camions. C'est-à-dire qu'on fait, les transporteurs fassent le pas. Par exemple, le double plancher, on a eu l'idée, et il a fait convaincre un transporteur de mettre en place ce double plancher. Et un truc assez safe, sécuritairement, etc. Donc, on est avec un partenaire comme ça. Alors, sur de l'utilitaire, aujourd'hui, les plans qu'on a, c'est par exemple de l'hydrogène pour de l'utilitaire, des camionnettes. Par contre, des gros semi-remorques, non, on n'en est pas là. Et en plus, c'est du massif. Tel que le transporteur, il a des centaines de camions. Voilà, plan d'invest, en plus, dans un business où la marge, elle est hyper faible. Donc, voilà. Il faut qu'il trouve l'équation économique. Nous, par contre, on parlait de fret ferroviaire, effectivement, pas pour les pièces, mais pour les voitures. En fait, on appelle ça des convois.
C'est-à-dire que, par exemple, faites un Allemagne-Turquie, on met des camions sur le train descend en Turquie, on descend en camion. C'est ça l'idée, on massifie, par contre, le train, il faut le remplir. Nous, on a des trains Espagne-France, un train, c'est 50 wagons, il faut remplir les 50 ans. Si vous ne remplissez pas, vous payez. Donc voilà, il faut trouver comment massifier. Non, pièces, non. On est sur des fils trop tendus. Donc autant en voiture, on arrive, bon, ça a une semaine de retard, on va expliquer aux clients, la pièce, une semaine de retard, c'est du stock, et puis on arrête la chaîne. Le fil est trop tendu pour qu'on puisse faire ça. Une dernière question? L'identification des sujets d'optimisation, elle se fait par la base, par le haut, un peu par les deux? Bonne question, de tout. Alors, maintenant, de temps en temps, alors Airbus, c'est un gros mot, hein, mais ils disent optimisation, donc, au fur et à mesure qu'on fait les sujets, ils nous connaissent. Ce qui est hyper ingrat, c'est qu'il faut tout le temps reprendre son bâton de pèlerin et aller évangéliser. Parce que, comme je vous disais, c'est la relation humaine, donc à la supply, ça fait 20 ans qu'on travaille avec eux, mais quand les chefs changent, il faut réexpliquer, il faut convaincre, et enfin, vous savez déjà, il y a une énorme vape qui est à côté. Alors, parfois, on se met dans la vape, on sort sur la vape, et on se repackage comme il y a. Voilà. Bon, ils ne font pas trop la différence, c'est pas très grave. Merci beaucoup. On se revoit avec nos autres témoignages.